Mes chers collègues, si vous voulez, pour ne pas terminer trop tard, je vous propose que nous reprenions nos travaux. Monsieur le directeur général, Madame la Présidente, mes chers collègues, après l'audition du président de l'autorité de sûreté nucléaire, ASN, nous en venons à l'audition du directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Jean-Christophe Niel. Vous avez déjà eu l'opportunité de vous exprimer dans le cadre des auditions du rapporteur et du rapporteur pour avis, mais il nous a semblé essentiel que vous puissiez également nous présenter votre point de vue en plénière devant les commissaires des deux commissions et l'ensemble des groupes représentés. Comme je l'ai fait en début de matinée avec M. de Rozuc, j'aimerais vous partager l'état d'esprit qui est le mien à l'amorce de ce chantier législatif, sans entrer à ce stade dans les considérations de fond concernant l'opportunité de la réforme. Notre priorité, je le dis en tant que président de la commission en charge des politiques de prévention des risques, est claire. Nous souhaitons maintenir notre sûreté nucléaire à un niveau d'exigence le plus élevé possible en l'adaptant aux enjeux de notre décennie et de celle à venir. L'opportunité de la relance du nucléaire dans notre pays, qui constitue un débat majeur pour notre nation et qui nous mobilisera dans le cadre du projet de loi souveraineté énergétique, est une problématique d'un autre ordre. Ne nous y trompons pas. Le texte qui va nous mobiliser dans les prochaines semaines ne nous amène pas à nous positionner pour ou contre l'énergie nucléaire. Il nous est demandé de réfléchir au cadre le plus adapté pour nos concitoyens pour assurer leur sécurité, protéger la santé, la salubrité publique, la protection de la nature et de l'environnement, tout en garantissant un niveau de transparence satisfaisant. Vous l'aurez compris, il me semble nécessaire de dissocier les deux sujets, même s'ils sont liés. Un système de sûreté irréprochable et une transparence préservée, voire accrue, sont des conditions sine qua non de l'acceptabilité sociale du nucléaire, sans laquelle la relance de la filière ne pourra pas se faire. Je cède maintenant la parole à ma collègue Dominique Estrosi-Sassonne, présidente de la Commission des affaires économiques, avant de vous laisser, Monsieur Niel, nous partager des premiers éléments dans le cadre d'un propos liminaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En vous saluant, Monsieur le Directeur général et l'ensemble des personnes qui vous accompagnent pour cette audition, et en saluant de nouveau le Président de la Commission de développement durable, nos deux rapporteurs et l'ensemble de nos collègues. Comme j'ai pu l'indiquer dans l'audition précédente du président de l'ASN, à l'heure de la relance de la filière française du nucléaire, la réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui est proposée par le gouvernement peut constituer une opportunité pour consolider les processus d'expertise, d'instruction, d'autorisation et de contrôle. Pour autant, cette réforme ne peut réussir que si elle ne déstabilise pas les règles de sécurité et de sûreté, la disponibilité des compétences et, in fine, la confiance du public. C'est pourquoi l'examen du projet de loi soumis au Sénat doit être approfondi et exigeant en pesant les avantages mais aussi les inconvénients d'une telle réforme. Donc sans vous poser trop de questions, parce que je pense qu'à la fois les rapporteurs et nos collègues vont le faire de nouveau, attirer votre attention sur 4 points qui reviennent d'une façon assez récurrente. En premier lieu, au regard des exemples étrangers, quels sont pour vous les bénéfices attendus d'un modèle de sûreté nucléaire et de radioprotection intégré, tel qu'il est pratiqué aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Espagne, et à contrario, quels sont pour vous les risques d'une telle fusion? Que pensez-vous du calendrier tel qu'il est proposé par le gouvernement pour réaliser la réforme? Autre point, puisque nous avons été très vigilants au niveau du Sénat dans l'examen du projet de loi de nouveau nucléaire, où nous avions souhaité que, effectivement, ce point-là puisse être envoyé à l'OPEX. Pensez-vous que les suites données donc au rapport de l'OPEX ont toutes été prises en considération dans ce projet de loi, et en particulier un certain nombre de recommandations sur la séparation entre l'expertise et la décision, ou, à contrario, que des recommandations ont-elles été omises, et pour vous, quelles seraient ces recommandations qui auraient été omises et qui pourraient être de nature à être intégrées dans le projet de loi? Et puis, au-delà de cette réforme, quelle est votre vision de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de demain? Car nous nous apprêtons effectivement à légiférer pour les prochaines décennies, la mise en service des nouveaux réacteurs nucléaires n'étant pas attendue avant 2036-2037. Dans ce contexte, ne faut-il pas mieux intégrer les nouveaux risques tels que la résilience des réacteurs nucléaires au changement climatique
et leur cyber-résilience. Ne faut-il pas mieux tenir compte des nouveaux acteurs du nucléaire, dont les opérateurs des petits réacteurs modulaires? Voilà en tout cas ces premières questions que je souhaitais vous poser en vous passant la parole pour ce propos liminaire, Monsieur le Directeur. Les rapporteurs, oui, on va donner la parole. On va donner la parole au rapporteur Pascal Martin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Directeur Général. Je vous ai déjà entendu en tout début de cycle d'audition, c'était d'ailleurs la première matinée après le président de l'ASN. Au terme de ce cycle, j'ai identifié 5 enjeux centraux de ce projet de loi qui doivent être, à mes yeux, approfondis. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ces enjeux tout à l'heure avec le président de l'ASN. Il me semble important d'avoir sur ces mêmes sujets également votre point de vue. Premier enjeu, l'humain. La sûreté nucléaire repose d'abord sur des compétences, sur des experts et des chercheurs qui doivent être au cœur de notre réflexion. Je l'avais déjà rappelé en tant que rapporteur budgétaire sur les crédits relatifs à la prévention des risques, la relance du nucléaire nécessitera la création de 100 000 postes durant les 10 prochaines années. Dans ce contexte fortement concurrentiel, nous devons être particulièrement attentifs à assurer l'attractivité de la sûreté nucléaire. Monsieur le Directeur Général, dans l'hypothèse de la création d'une nouvelle autorité de sûreté nucléaire, comment la nouvelle autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pourrait-elle être suffisamment attractive, notamment pour les jeunes chercheurs experts? L'éventualité d'une réorganisation prochaine de la sûreté nucléaire entraîne-t-elle déjà des conséquences sur l'attractivité de l'IRSN? Comment éviter que la période de transition inhérente à une telle réforme, indispensable entre l'ancienne et la nouvelle organisation, ne se traduise pas par une perte partielle de compétences? Deuxième enjeu, non moins important, la transparence. Les Français ont aujourd'hui très largement confiance en la robustesse de notre système de sûreté nucléaire. Cette confiance, elle est le fruit d'un travail de plusieurs décennies de tous les acteurs, qui s'est notamment traduit par un effort accru d'information du public. Pour assurer l'acceptabilité de la relance du nucléaire, il est à mon sens souhaitable de continuer à renforcer cette transparence. L'exposé des motifs du projet de loi évoque, je cite, une transparence renforcée vis-à-vis du public. Comment l'ASNR renforcerait-elle, selon vous, la transparence de la sûreté nucléaire, alors que l'URSN publie aujourd'hui l'ensemble de ses avis d'expertise? Comment la future autorité pourrait-elle assurer un niveau au moins équivalent d'information au public? Troisième enjeu, la distinction, enjeu qui a été évoqué tout à l'heure avec le président de l'ASN, qui a été évoqué tout au long de nos auditions, entre expertise et décision. C'est un principe fondamental de notre système de sûreté nucléaire. Dans l'organisation actuelle, les décisions en matière de sûreté nucléaire sont prises par l'autorité de sûreté nucléaire, tandis que l'expertise est généralement déléguée à l'IRSN pour les décisions les plus importantes. La réforme propose d'intégrer expertise et décision au sein d'une même autorité dans un souci de simplification administrative, renforçant la lisibilité et l'opérationnalité des services. Quelle forme pourrait prendre la distinction entre expertise et décision au sein de l'organisation unique proposée par le gouvernement? Quatrième et avant-dernier enjeu, la recherche. L'IRSN exerce aujourd'hui une activité de recherche en matière de sûreté nucléaire qui nourrit son activité d'expertise. Cette recherche appliquée, dont l'excellence est reconnue internationalement, serait conservée dans le cadre de la future ASNR, c'est précisé dans le projet de loi. Le transfert à une autorité administrative indépendante d'activités de recherche peut susciter quelques interrogations. La recherche nécessite de nombreux partenariats avec d'autres établissements de recherche, mais aussi avec les principaux industriels du nucléaire, qui seront également contrôlés par la future autorité. La SNR pourrait-elle poursuivre les partenariats engagés entre l'IRSN et les principaux industriels du nucléaire sans risque déontologique de potentiels conflits d'intérêts? Enfin, le dernier enjeu que j'identifie est plus juridique. Il s'agit des conditions d'élaboration du règlement intérieur de la future autorité. J'ai pu constater au cours de mes auditions que la plupart des sujets les plus sensibles, relatifs notamment à la déontologie, à la publication des travaux d'expertise et à la distinction entre expertise et décision, sont renvoyés, et on peut tout à fait le comprendre, au futur règlement de la future autorité. Cette option a l'avantage de la souplesse. Il ne faut pas tout figer dans la loi, c'est l'esprit même d'une autorité administrative indépendante.
Si le législateur fait le choix de la fusion, les grandes orientations devront être décidées par le législateur, puis l'ASNR devra les appliquer dans son règlement intérieur. Cette solution plus souple peut présenter cependant un inconvénient. Il n'est pas garanti, il n'y a pas d'accusation a priori, que les solutions adoptées par l'ASNR soient totalement conformes à l'esprit du législateur. Et donc, c'est ma dernière question, Monsieur le Directeur Général. Comment garantir que sur des enjeux aussi cruciaux que la transparence, la déontologie et la distinction entre expertise et décision, la volonté du Parlement soit respectée? Vous semble-t-il pertinent, envisageable, de prévoir la saisine pour avis, non pas conforme, mais un avis de l'OPEX, par exemple, sur le projet de règlement intérieur de la future autorité? Je vous remercie. Patrick Chaize. Monsieur le Directeur Général, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues rapporteurs, mes chers collègues. Comme je l'ai indiqué, je suis chargé en tant que rapporteur pour la Commission des affaires économiques de l'examen au fond de 4 articles du projet de loi sur les réformes du Haut-Commissaire à l'énergie atomique et des règles de la commande publique applicables au projet de réacteur nucléaire et de l'examen pour avis des autres articles du texte ayant trait à la réforme de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. À mon tour, je souhaiterais vous poser les mêmes questions que j'ai indiquées au président de l'ASN et je m'en excuse auprès de mes collègues qui vont m'entendre pour la deuxième fois sur le même point. Alors, ma première question concerne l'application de cette réforme. D'une part, compte tenu de la nécessité pour la nouvelle autorité d'élaborer un règlement intérieur étoffé et de négocier des conventions collectives, l'échéance du 1er janvier 2025 est-elle tenable? D'autre part, le mandat du président de l'ASN devant prendre fin en 2024, sans possibilité de renouvellement, ne faudrait-il pas prévoir la désignation d'un préfigurateur? Ma deuxième question porte sur le statut de la future autorité. Si le statut d'autorité indépendante, autorité administrative indépendante, est de nature à garantir l'indépendance de cette nouvelle instance, celui d'autorité publique indépendante lui aurait conféré une autonomie budgétaire et une souplesse de gestion. Regrettez-vous le choix opéré par le gouvernement? Ma troisième question concerne les missions de la future autorité. Lors de l'audition du président de l'ASN par notre commission le 8 mars dernier, sur le premier projet de réforme proposé par le gouvernement dans le cadre de la loi Nouveau Nucléaire, celui-ci avait regretté que la sécurité des installations nucléaires civiles ne figure pas parmi les missions de la nouvelle autorité. Partagez-vous cette position? Ma quatrième question porte sur l'organisation de la future autorité. Le projet de texte renvoie à son règlement intérieur la séparation entre le processus d'expertise et d'instruction conduit par les services, d'une part, et les processus d'élaboration des avis et des décisions prises par le collège, d'autre part. Ne faut-il pas viser d'autres actes? Les cas où les décisions sont prises par le collège sont peu nombreuses, une quarantaine. Ne faudrait-il pas étendre ce champ de compétences? Le projet de texte renvoie également au règlement intérieur le soin de définir les activités d'expertise et d'instruction qui devront faire l'objet de publications. Est-ce que cela offre des garanties suffisantes? Certains rapports, avis aux décisions, ne devraient-ils pas être d'emblée rendus publics sous réserve des secrets protégés par la loi? Ma cinquième série de questions porte sur le personnel de la future autorité. Tout d'abord, la réforme garantira-t-elle l'accueil des salariés de l'IRSN dans les conditions équivalentes à leur situation actuelle? Plus encore, la complexité des instances de représentation des personnels et des modalités de négociation des conventions collectives ne fait-elle pas peser le risque d'une autorité déséquilibrée, à deux vitesses, entre les agents publics et ceux privés? Enfin, la jurisprudence constitutionnelle prohibe la délégation de fonctions inséparables de la souveraineté nationale à des agents étrangers, de même que la recherche d'infractions pénales par des agents privés. Ne faudrait-il pas inscrire ces garde-fous s'agissant des personnels habilités? Je vous remercie. Monsieur le directeur. Merci. Donc j'ai bien compris, on est jusqu'à 15h, c'est ça? Ok, merci de me donner la parole, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires. C'est un honneur de répondre à vos questions. Et le cas échéant, je serai aidé par
Karine Herviou, directrice générale adjointe de l'IRSN, chargée de la sûreté nucléaire, donc EPR, les SMRCL, et Patrice Buézo, directeur de la stratégie. Ils sont aussi accompagnés d'Emmanuel Mur, qui organise les relations avec les parlementaires notamment. Alors, je voudrais commencer par un rappel. L'IRSN, c'est l'expert public du risque radiologique et nucléaire. Et notre métier, notre mission, c'est d'évaluer les risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants. Et ça consiste en deux métiers. L'expertise pour un large spectre d'institutions, dont l'autorité de sûreté nucléaire, et la recherche, expertise recherche. Et donc l'IRSN est un organisme scientifique et technique. Alors, concrètement, 25 à 30% de notre activité actuelle est dédiée à l'autorité de sûreté nucléaire, essentiellement sous la forme de 400 livrables par an, 200 avis. Le reste, donc 70 à 75%, c'est de la recherche ou de l'expertise pour d'autres institutions. On a parlé de la défense, mais ça peut être aussi les ministères de la santé, du travail, de l'environnement, des affaires étrangères sur Zaporizhzhia, par exemple. C'est évidemment des sujets qu'il faudra traiter dans la réforme. Alors mon deuxième point, c'est un petit mot sur le projet de réorganisation du contrôle qui fait suite donc aux deux conseils de politique nucléaire des 3 février et 19 juillet. Au fond, de quoi s'agit-il ? Au fond, il s'agit de prévenir les accidents nucléaires ou radiologiques. Il ne s'agit pas seulement d'un processus de fusion administrative et budgétaire. Le rapport de l'Office a évoqué un mécano administratif. Je rappelle aussi que le système de contrôle, quel que soit le risque regardé, mais en particulier pour la sûreté nucléaire, mais ça peut être la sécurité dans le domaine industriel, est un élément essentiel de la maîtrise des accidents. Et Tchernobyl, Fukushima dans le nucléaire, AZF, Lubrizol, les accidents du Boeing 737 MAX l'ont rappelé. Le point que je voulais mentionner, c'est que la réforme voulue par le gouvernement n'est pas la conséquence d'une défaillance du système actuel de contrôle, que ce soit l'IRSN ou l'ASN. Et ça a bien été rappelé dans le rapport de l'Office parlementaire, dans un certain nombre de rapports parlementaires, dans le rapport d'audit de l'IRSN le plus récent par la Cour des comptes et le HCERS. Et c'est aussi un point qui avait été mentionné en particulier par l'ASN dans les relations à haut niveau que nous pouvons avoir de manière périodique. Alors ce projet, il est porté par le gouvernement pour fluidifier les process pour répondre à une demande en forte augmentation. Le projet présente clairement des évolutions par rapport au projet que vous aviez pu, qui avait été discuté à l'Assemblée nationale et pas voté par l'Assemblée nationale, qui n'avait pas été examiné par le Sénat d'ailleurs. Alors en fait, aujourd'hui, le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui, c'est 3 réformes. C'est 3 chantiers à mener. Le premier chantier, c'est l'ASNR. Le deuxième chantier, c'est le transfert de la dosimétrie passive au CEA. D'ailleurs, je vous ai amené un dosimètre. J'espère que je l'ai toujours avec moi. Donc, s'il est là, voilà, je vous ai pour montrer ce que c'est. C'est ces petits objets que portent les professionnels. Ça va du dentiste à l'opérateur de centrale nucléaire. Et l'IRSN en fabrique 1 500 000 par an. Ce sont des chaînes de fabrication. Donc c'est le deuxième chantier. Le troisième chantier, c'est le transfert de l'expertise de défense au ministère des Armées. Les recommandations de l'Office parlementaire de février et de juillet, on les retrouve dans le projet de loi. Il y a notamment, les recommandations étaient les suivantes: associer la recherche et l'expertise, afficher au plus haut niveau la séparation expertise-décision, garantir la transparence de l'expertise, préserver la capacité de réponse de l'État en cas de crise, assurer l'attractivité et la fidélisation des salariés, fournir un appui technique aux autres autorités, c'est ce que j'ai déjà évoqué, dans le domaine de la défense et de la sécurité, ou dans le domaine de la radioprotection, notamment la Direction générale du travail, Direction générale de la santé, Direction générale de la prévention des risques. Quelques éléments sur la nouvelle autorité ASNR. Donc, les missions de l'ASNR seraient donc les missions actuelles de l'ASN et de l'IRSN, sauf la dosimétrie passive et l'expertise de défense. Cette nouvelle structure, elle serait unique à plusieurs titres. Ce serait d'abord la seule autorité administrative indépendante qui, en même temps, serait un organisme de recherche. Ce serait aussi, d'ailleurs, au niveau international, la seule autorité de sûreté
organismes de recherche. Un certain nombre d'autorités de sûreté étrangère financent des programmes de recherche, sont agences de programme, mais il n'y en a pas, en tout cas à ma connaissance, qui soient organismes de recherche, c'est-à-dire qu'il y ait des laboratoires, des paillasses, des oscilloscopes, des détecteurs, etc., etc. La deuxième originalité de cette nouvelle organisation, c'est le fait de rassembler des agents publics, à peu près 500, et des salariés de droit privé, à peu près 1600. Le Conseil d'État, dans son avis, et la Commission nationale et le Conseil national de la transition énergétique indiquent d'ailleurs que ce dispositif présente une complexité certaine. Tout ça m'amène à 5 points de grande vigilance de l'IRSN. Le premier a trait aux activités de recherche. Il est évidemment essentiel que ces activités de recherche s'intègrent dans l'écosystème de recherche, avec notamment une capacité à conduire des recherches avec les industriels, la capacité aussi à concevoir, construire et exploiter des installations industrielles, des installations de recherche. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est la gestion de crise. Donc, l'organisation prévue par la loi apportera une clarification, une lisibilité accrue. Un certain nombre de sujets seront néanmoins à traiter, notamment l'interface avec les dosimètres qui sont destinés notamment aux travailleurs en général, mais en cas de crise au personnel intervenant. Donc il faudra assurer la mobilisation de la mise à disposition de ces dosimètres passifs. Aujourd'hui, c'est l'IRSN qui le fait. Et puis il faudra aussi éclaircir la gestion de crise dans la partie défense, puisqu'aujourd'hui, l'expertise défense ou civile en cas de crise est faite au centre de crise de l'IRSN. Demain, ce centre de crise sera dédié à l'autorité de sûreté civile. Le troisième point, c'est la séparation expertise-décision. Alors, c'est un principe qui est issu des grandes catastrophes technologiques des années 80, Bhopal, Challenger, Tchernobyl, et des grandes crises sanitaires des années 90, sans contaminer vache folle. Il me semble que ce qui est retenu aujourd'hui dans la loi, consistant à une distinction collège-service, n'est pas suffisant pour assurer cette séparation. Le quatrième point de grande vigilance, c'est évidemment l'attractivité. Et il y aura un enjeu à préserver dans la durée, tel que c'est l'objectif aujourd'hui, dans la durée, de manière pérenne, un nombre important de salariés de statut privé. Et bien évidemment, maintenir le dialogue social, il est reconnu pour être de qualité à l'IRSN aujourd'hui. Le cinquième et dernier grand point de vigilance, c'est évidemment la transparence et l'interaction avec la société civile. Comme vous l'avez mentionné, c'est une condition de la confiance dans le système de contrôle. Et donc, il faudra continuer la publication des expertises techniques, des recherches, des éléments qui fondent les décisions. Alors, au-delà de ces 5 points de grande vigilance, il y a une nécessité essentielle, c'est assurer la continuité de service pour la réussite du plan de relance nucléaire. Il y a beaucoup de rendez-vous en 2024, 2025 et 2026. Ça commence dès 2024-2025. J'ai remis, et je peux faire de même aujourd'hui, à vos rapporteurs un schéma qu'a élaboré l'IRSN. Alors, le rond rouge, justement, c'est les années 2024-2025, qui montre une concentration de travail du point de vue de l'IRSN et d'expertise, les décisions arrivant ultérieurement. Il y a déjà des travaux sur le PR2 depuis quelques temps, sur la prolongation d'exploitants à 40, 50, 60 ans selon le type de réacteur, sur les SMR, sur le stockage de déchets CIGEO. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est évidemment les perturbations possibles et les risques d'instabilité. C'est d'ailleurs le Conseil supérieur de l'énergie qui mentionne ce terme, qui pourrait accompagner cette réforme dont j'ai rappelé la complexité mentionnée là encore par la Cour des comptes, le Conseil d'État, l'OPESC et un certain nombre de commissions. Et donc, pour conclure, il me semble qu'une des conditions de la réussite en tout état de cause, c'est les moyens. Les moyens vis-à-vis de la relance et les moyens par rapport à la réorganisation. Là encore, c'est un constat qui est partagé par un certain nombre de rapports, notamment le rapport Rapin il y a à peu près un an. L'OPESC le mentionne, la Cour des comptes, le Conseil supérieur de l'énergie, le Conseil national de la transition énergétique. Voilà. Évidemment, cette autre condition de réussite au-delà des moyens, c'est évidemment un dialogue social de qualité et une conduite du changement adapté à l'ampleur de cette évolution. Voilà ce que je voulais dire en introduction, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires.
Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à Monsieur Fagnin. Vous voulez que je réponde aux questions des... Comment ça se passe ? Merci, Monsieur le Président. D'accord. Des premiers éclairages nous ont été apportés et les interrogations qui vont très certainement être les nôtres se font aussi à la lumière de l'intervention du président de l'ASN. Et puisqu'il a dû nous quitter, je me permettrai en tout cas de m'en ouvrir certainement par écrit envers lui au regard des réponses qui n'ont pas pu nous être apportées tout à l'heure, puisque nous avons quand même eu le sentiment, à écouter le plaidoyer pour la réforme, qu'il s'agissait finalement d'un réquisitoire non pas sur le système dual actuel, mais un réquisitoire à l'égard du projet de fusion, puisque il y avait, semble-t-il, et de façon très établie, des contradictions assez fortes dans l'exposé qui nous a été fait tout à l'heure sur le fonctionnement actuel et l'éventuel fonctionnement futur si, d'aventure, la fusion devait voir le jour. Et ma question va être extrêmement brève. D'après vous, est-ce que la filière électronucléaire française peut relever les défis auxquels elle va devoir faire face dans les années à venir en conservant le système actuel, en le renforçant et en lui apportant des garanties financières et humaines, notamment pour le développement des compétences qui aujourd'hui nous font défaut? Je vous remercie. Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur Général. Le Président Longeot avait raison de dire en introduction que ce n'est pas un débat sur le nucléaire. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, qu'on soit pour ou contre la relance du nucléaire, on a du nucléaire pour des décennies à venir et qu'on a un enjeu commun de sûreté et de sécurité. Je veux dire, y compris quand on est assez critique vis-à-vis du nucléaire, c'est aussi sur les questions de sûreté et de sécurité. Donc nous avons, en tant qu'Assemblée, une responsabilité énorme, puisque un président de l'ASN avait dit « le risque zéro n'existe pas ». Et donc nous avons une responsabilité énorme en matière de sûreté et de sécurité. La présidente Estrosi Sassone l'a dit, il y a de plus en plus de risques, y compris maintenant le risque climatique. On est dans un monde d'instabilité évident. On a un parc qui est vieillissant. Donc on a incontestablement un accroissement du spectre des risques et donc de la nécessité de les expertiser correctement. Et on a aussi, puisqu'il y a des projets de relance, une explosion des besoins de décision et potentiellement d'autorisation. Donc sur les deux grands acteurs et les deux grands champs de responsabilité, on a un accroissement des responsabilités qui est considérable. Et moi, je suis un peu mal à l'aise dans le débat que nous avons et que le gouvernement a engagé sur cette réforme. C'est qu'on a l'impression que le président de la République, dans ses projets, veut au fond passer outre toutes les procédures, tous les processus, y compris parlementaires de décision, et que l'expertise devient une forme de contre-pouvoir qu'il faudrait réduire. On a ce sentiment que dans cette réforme apparaît l'idée qu'une expertise, au fond, c'est un emmerdement en matière d'autorisation, si je peux me permettre cette grossièreté. Et donc, pour ma part, moi, effectivement, ça a été rappelé plusieurs fois, le double, l'organisation avec deux institutions n'est pas critiquée, elle nous apparaît efficace et elle nous apparaît, j'imagine, de plus en plus nécessaire, d'une certaine façon. Le président de l'ASN disait on a des problèmes de doublons. Un doublon en matière de sécurité nucléaire, je trouve que c'est plutôt une sécurité. Ma question, monsieur le directeur général, c'est qu'on entend que, effectivement, la répartition entre expertise et autorisation se ferait dans un règlement intérieur. Enfin, moi, tout ça m'apparaît lunaire. Ça m'apparaît lunaire que sur des décisions aussi importantes, que la séparation entre expertise et autorisation relève non pas d'une responsabilité du législateur très très forte,
très encadré, mais d'une sorte de règlement intérieur qui sera au même titre que le règlement intérieur sur la mobilité des personnels entre expertise et autorisation, est-ce que vous considérez que ça soit rattaché simplement au règlement intérieur vous apparaît suffisant pour la sécurité de nos concitoyens? Merci. Je vais donner la parole à M. Devinaz. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur Général, de votre éclairage. On est dans le domaine du nucléaire. Et s'il y a un pépin, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes que quand il y a le scratch d'un avion. Les conséquences sont sur le plus long terme. Et donc, aujourd'hui, votre organisme et l'ASN, vous êtes reconnus pour votre compétence sur le plan international, sur le plan de l'expertise et de la sûreté nucléaire. Cette réforme qui est proposée, elle serait intéressante si on avait la conviction qu'elle renforcerait les aspects de sûreté et de sécurité. Donc, de votre point de vue, en quoi cette réforme va-t-elle aller dans le sens d'un renforcement de la sûreté et de la sécurité, et ce qui est un élément important pour l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens? Il y a un autre aspect. Il me semble avoir lu de la part de l'ex-ministre qu'aujourd'hui vous êtes un EPIC, que demain vous serez dans une agence, et que demain, en étant dans une agence, vous serez plus indépendant que dans la forme actuelle. Alors, en quoi aujourd'hui vous n'êtes pas indépendant, et en quoi demain vous serez plus indépendant? Serge Mérilou. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Le gouvernement justifie la fusion de l'IRSN et de l'ASN, entre autres par le besoin d'augmenter l'efficience du travail effectué. Et cette fusion permettrait notamment d'améliorer le partage d'informations et de données. Mais dans le même temps, le projet de loi prévoit une séparation entre la sûreté des installations civiles et celle relevant des installations militaires. Vous évoquiez la complémentarité des deux domaines lors de votre audition à l'Assemblée nationale en octobre dernier. Alors, selon vous, cette mesure peut-elle présenter un frein au partage des données? Finalement, n'y a-t-il pas un risque de perdre en efficacité? Et ma deuxième question concerne le travail que vous menez en termes de recherche, en partenariat par exemple avec EDF ou le CEA. Ces partenaires sont justement soumis au contrôle de l'ASN en créant une unité qui va rassembler l'IRSN et l'ASN. Ces acteurs ne seront-ils pas réticents à mener des recherches en partenariat avec l'autorité qui les contrôle? Et si oui, comment faire face à cette perte de compétitivité qui dégraderait le rayonnement de l'IRSN? Merci. Je vais donner la parole à Ronan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Je serai assez court. Je crois qu'on a eu une audition du président de l'ASN tout à fait édifiante il y a quelques minutes, où très clairement il nous dit aujourd'hui l'ASN n'a pas les moyens de remplir ses missions face à la fois au nouveau programme nucléaire, au carénage, au SMR, etc. Et que donc il regarde du côté des moyens humains de l'IRSN en se disant c'est comme ça qu'on réussira à répondre à la charge de travail. Donc moi ma question est très simple, c'est est-ce que si l'IRSN doit répondre à plus de demandes d'expertise sur l'ensemble des champs liés à la relance du nucléaire, est-ce que vous avez encore les moyens de répondre à l'ensemble des autres missions, puisque la radioprotection ne se limite pas au nucléaire, vous l'avez bien dit en introduction, ou est-ce que d'autres missions devront être réduites, voire abandonnées? Et surtout, je repose la même question que tout à l'heure, est-ce que le rôle qui est aussi de se poser des questions que personne ne se pose et de ne pas répondre simplement à des commandes d'études qui viendraient de l'autorité de sûreté nucléaire, est-ce que ce rôle un peu out of the box pourra encore être rempli? C'est quand même un résumé, Monsieur Dantec, très raccourci et rapide de l'audition qui a été donc... J'assume mes propres résumés, oui, Madame la Présidente. Nous assumons aussi de dire que ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit le président de l'ASN. Nous la réécouterons ensemble. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Effectivement,
Je n'ai pas entendu la même chose. On était pourtant à la même réunion. Et... bon. Enfin, ce n'est pas le sujet. Profitons du peu de temps que nous avons pour s'enrichir du point de vue de notre directeur général de l'IRSN. Une première question concernant l'aspect humain et personnel. Tout le monde s'accorde, que ce soit vous-même ou l'ASN, de dire on est devant des besoins énormes par rapport aux nouvelles missions, déjà qu'on avait renforcées au Sénat en 2023, mais aussi de nouvelles générations de nucléaire, et surtout d'un contexte qui va complètement changer. Hier, votre interlocuteur principal, c'était EDF, et qu'EDF, globalement, je résume. Demain, vous aurez des start-up, on aura un monde bien différent. Donc, ma question, est-ce que la future structure sera un atout pour attirer plus de femmes et d'hommes, pour renforcer, parce qu'on voit bien, et vous l'avez très bien dit, le moyen humain et financier qui vont être nécessaires, est-ce que c'est un atout pour renforcer, pour attirer les personnes, sachant qu'on était plutôt dans le déclin au niveau national, puisqu'il faut dire les choses, ça fait quand même 20 ans qu'on a laissé peu d'espoir à l'avenir du nucléaire. Soudainement, on relance la mécanique. Ma première question. Ma deuxième question, concernant, je viens de parler du nouveau nucléaire, notamment. Jusqu'à présent, en termes de transparence, sur les territoires qui ont des centrales, on le voit bien avec les CLI, ça fonctionne. Il y a une confiance qui s'établit, il y a quelque chose qui est né en termes de relations. Demain, dans le projet, on va avoir besoin de nouveaux sites où il n'y a pas cette tendance, où il n'y a pas forcément cette connaissance, cette relation. Donc, est-ce qu'on n'a pas un peu sous-estimé dans le texte cette partie transparence et moyens et architecture de moyens pour cela? Et ma dernière concerne la recherche, ma dernière question. Je pense qu'on a été en France dans les pionniers sur le nucléaire, embrassant à la fois l'énergie, la santé, l'aspect défense. Mon inquiétude, donc je pose la question en donnant déjà un peu un avis, mon inquiétude, est-ce qu'on ne va pas assister quand même à un affaiblissement de l'aspect recherche dans la nouvelle structure, compte tenu qu'il y a des points qui vont un peu quitter. Or, lorsqu'on parle du neutron, de l'atome, il est unique. Case départ. Merci. Jean-François, tu n'as plus de questions de ton côté? Plus de questions. Alors, pour ma part, il reste Bernard Buis. Ah ben, j'ai pas vu, pardon. Madame Varayas, mais je n'ai pas vu qu'elle avait levé la main. Excuse-moi. Monsieur le Président, pour justifier cette fusion, la ministre a mis en avant le manque de réactivité lors des situations de crise, évoquant notamment la centrale de Civaux, dont la reconnexion au réseau après la résolution des problèmes de corrosion aurait pris beaucoup de temps, trop de temps. Considérez-vous que la fusion des deux entités permettrait véritablement une amélioration des délais, alors que la convention qui les lie fixe des délais qui semblent avoir été toujours respectés en ce qui concerne l'IRSS? Par ailleurs, je pense qu'il serait intéressant d'évaluer réellement le gain de temps que cette nouvelle organisation administrative indépendante permettrait d'obtenir, et qu'elle ne se fera pas surtout au détriment de la transparence et de la sécurité à laquelle, bien sûr, nous sommes tous très attachés. Alors, Bernard Buis, et on terminera avec Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, compte tenu du niveau relativement faible des rémunérations existantes sur certains métiers en tension dans la filière nucléaire entre l'IRSN et le reste de la filière, l'article 11 prévoit que l'IRSN et l'ASN consacrent respectivement 15 millions d'euros et 700 000 euros à l'augmentation des salariés et des contractuels du droit public en 2024 afin d'engager un rééquilibrage dès 2024. En parallèle de ces dispositions, le gouvernement porte une réflexion visant à accroître les enjeux d'attractivité pour les fonctionnaires de la future autorité en veillant à maintenir un équilibre nécessaire pour chacun des corps de rattachement entre les différentes affectations. Selon vous, y aurait-il d'autres pistes à envisager pour renforcer l'attractivité des métiers dans la filière du nucléaire? Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. La personne que nous venons d'auditionner, le président de l'ASN, a parlé de contexte hors norme.
est-ce que le contexte hors norme est compatible avec le domaine du nucléaire? Déjà, c'est la première question, puisqu'il nous a bien parlé de défis extrêmes qui sont devant nous, avec la sécurité du parc vieillissant, avec les nouveaux EPR et les SMR qui amènent des nouvelles technologies peu maîtrisées et qui vont être diffusées dans des espaces qui ne sont pas nucléarisés à l'heure actuelle. On recherche également des alternatives. Quelles évolutions pourraient être apportées au modèle actuel pour répondre aux enjeux, ou est-ce qu'on est absolument obligé d'aller vers cette fusion? Donc voilà, c'est la question. Est-ce que vous avez des propositions pour aller dans le sens d'une amélioration du système dual qui, de toute évidence, donne de nombreuses satisfactions aujourd'hui? Merci. Alors, il y a encore une dernière intervention de Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. Messieurs les Présidents, c'est juste pour mon intervention, enfin mon information. On nous dit que dans la plupart des pays, ces autorités sont d'ores et déjà regroupées. Donc je voudrais savoir quels sont en fait les pays qui agissent comme la France, c'est-à-dire avec des autorités distinctes. Et est-ce que, à votre connaissance, elles sont sur la même réflexion de regroupement? Merci. Voilà, Monsieur le Directeur Général, on vous laisse le soin de répondre à ces questions. Je vous remercie pour la richesse des questions. Alors, je vais peut-être commencer par la première et finalement la dernière question, puisque les deux concernent les modèles intégrés. Alors, dans tous les pays qui ont un parc nucléaire, il y a besoin d'une expertise technique en sûreté nucléaire. Ça, c'est partagé par tout le monde. Dans tous les pays, il y a une autorité de sûreté nucléaire. C'est la Convention de sûreté internationale de sûreté qui le demande. Et tous les pays ont une autorité. Par contre, il y a différents modèles sur l'interaction entre l'autorité de sûreté qui a besoin de s'appuyer sur l'expertise technique et cette expertise technique. L'expertise technique, on appelle ça dans le jargon international des TSO, excusez-moi l'anglicisme, Technical Safety Organization. Donc l'IRSN, c'est un TSO. Voilà, c'est l'organisation scientifique technique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, il y a pas mal de systèmes, mais il y a deux grandes références. On va dire qu'il y a le système américain intégré, mais j'aurai quand même l'occasion d'y revenir parce que la présentation est peut-être un peu caricaturale. Et puis il y a le système, on va prendre le système français, où il y a une autorité et un expert technique détaillé. Les deux systèmes sont reconnus au niveau international. L'AIEA, d'ailleurs, a publié régulièrement des documents sur la manière de gérer les fameux TSO. Pour être très précis, le document TechDoc 1835 ne parle que de ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je me suis livré un petit exercice, j'ai pris les 12 pays avec le plus de réacteurs. Donc les premiers, c'est les Américains, en 92, la France, puis la Chine, etc. En fait, sur ces 12 pays, il y en a 10 qui ont un TSO séparé. Alors évidemment, les deux qui ont un TSO unique, ils sont majeurs, puisque c'est les Américains et les Canadiens. Voilà. Mais le système est quand même réparti. Et l'autre point, et je l'avais dit lors de mon audition, la première audition de l'Office parlementaire, il faut faire attention à ne pas prendre les sujets par appartement. C'est-à-dire, ce que je constate aussi, c'est que l'autorité de sûreté américaine, l'autorité de sûreté canadienne, l'autorité de sûreté japonaise aussi d'ailleurs, leurs réunions de collège sont publiques, par exemple, télévisées. Voilà, donc je pense qu'il faut être attentif à ne pas prendre une partie des caractéristiques sans s'interroger sur l'équilibre global. Par ailleurs, je signale que le système américain et le rapport de l'Office parlementaire du mois de juillet insiste beaucoup là-dessus, est quand même un système très normatif. Ce n'est pas un système de dialogue technique qui favorise je crois que le terme de l'Office, c'est la souplesse et le pragmatisme dans l'approche de sûreté. Ce dialogue technique, c'est d'ailleurs quelque chose qui permet de laisser la place à l'innovation, parce que ce n'est pas cadré par des normes a priori. Donc voilà ce que je peux dire sur le système, intégré. Alors sur le calendrier qui est évoqué, 1er janvier 2025, donc je pense que tout le monde est d'accord pour partager l'idée que c'est quand même très ambitieux, d'autant plus qu'un certain nombre de choses ne pourront pas être faites tant que la loi n'est pas votée. Il y a quand même des choix qui seront dans la loi qui vont conditionner l'organisation. Ce qu'on peut dire sur ce calendrier, c'est que si la date du 1er janvier 2025 est battue, il faudra au 1er janvier 2025 un système qui fonctionne. Ce ne sera probablement pas le système définitif parce que le temps est très court, mais il faudra un système qui fonctionne. Quand je dis un système qui fonctionne, on travaille avec l'ASN justement à définir ce qu'on appelle les incontournables, c'est-à-dire c'est quoi les sujets qu'il faut absolument avoir
traiter, sinon le système ne marche pas. Alors il y a un exemple trivial qui est évidemment payer les gens. C'est un sujet trivial, mais évidemment essentiel. Il y a d'autres sujets. Il faudra qu'il y ait une organisation, quelle qu'elle soit, qui sera intermédiaire entre les deux ensembles et puis l'installation cible, mais où les gens auront un poste attribué dans une hiérarchie avec des responsabilités, des partages de responsabilités, des délégations de responsabilités et de pouvoir. Voilà. Par ailleurs, ça a été mentionné dans une des questions. Il se trouve que le président de l'ASN quitte sa fonction, c'est la loi qui veut ça, en novembre 2024. Il serait probablement, si cette structure voit le jour, il serait probablement important, me semble-t-il, que le nouveau dirigeant ait en main les options possibles. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été préparé en amont et qu'en novembre, celui-ci puisse être dépositaire de ce travail. La notion de préfigurateur me semble pas simple, après c'est des questions juridiques, me semble pas simple à traiter, puisque pour être nommé président de l'ASN, comme directeur général de l'IRSN d'ailleurs, il faut être approuvé par les commissions parlementaires. Donc c'est difficile d'avoir un préfigurateur qui serait considéré comme étant le futur ou la future présidente sans être passé par cette étape. En tout cas, il y a un travail très important auquel on se livre avec les équipes de l'ASN et pas seulement d'ailleurs avec les équipes du CEA pour la dosimétrie, hein, mon petit objet là, et les équipes du ministère des Armées sur ce qu'il faut absolument, ce qui doit absolument être en place au 1er janvier. Alors sur les recommandations de l'OPESC, donc il y en a une, si je fais celle de février et de juillet, il y en a une vingtaine. On retrouve dans la loi une référence à l'ensemble des recommandations de l'Office. Hein, les sujets sont pris en considération. Ce que je voulais mentionner sur les recommandations du rapport, notamment sur le rapport de juillet, c'est qu'à l'exception de la première qui demande la fusion, les recommandations de l'OFEX pourraient être développées dans le système actuel. Hein. Voilà. Vision de la sûreté nucléaire et la radioprotection de demain. Alors, il y a deux sujets. Il y a un ensemble d'installations nouvelles. Donc, il y a l'EPR, le PR2 et les SMR. Sur le PR2, il faut quand même dire que ce réacteur, il n'est pas très éloigné de l'EPR actuel, hein, puisque finalement, la chaudière est la même. Là, EDF vient de prendre la décision de garder le même récupérateur de corium que sur l'EPR. Donc, c'est les bâtiments périphériques qui évoluent. C'est important, évidemment, mais il y a quand même une grande similarité. Et dans l'expertise du réacteur EPR2 qu'on a déjà commencé, on a produit, je crois, je regarde Karine, une vingtaine d'avis. Hein. On a déjà produit une vingtaine d'avis de manière anticipée. Sur l'expertise du réacteur EPR2, on va s'appuyer sur ce qui a été fait et on va s'arrêter sur les distinctions, les différences avec le réacteur EPR actuel. Et voilà ce que je peux dire sur l'EPR. Alors sur les nouveaux réacteurs, il y a effectivement un certain nombre de SMR, hein, des petits réacteurs modulaires, sur lesquels nous sommes déjà en interaction d'ailleurs avec les concepteurs. Dans la démarche d'instruction de ces nouveaux objets technologiques, mais c'est aussi ces nouveaux acteurs nucléaires, on a travaillé d'ailleurs avec l'ASN pour mettre en place de nouveaux processus d'instruction pour faire évoluer le processus d'instruction. Et par exemple, on a introduit, ce qu'on fait évidemment pas à EDF, on a introduit une étape qui va permettre de gagner du temps, qui consiste à évaluer la maturité du projet qui va être déposé par le concepteur de SMR pour voir si ce projet il est expertisable, c'est-à-dire s'il y a déjà assez de matière. Donc ça, c'est clairement une manière d'éviter de perdre du temps sur un projet qui n'est pas assez mûr. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a introduit spécifiquement pour traiter ces réacteurs. Ces nouveaux réacteurs. Donc ça, les nouveaux réacteurs. Et puis évidemment, il y a tout un champ de sujets qui se renforcent. Hein. On a parlé de la cybersécurité, la cyber-résilience. Donc l'IRSN a engagé depuis quelques années un renforcement de ces sujets. C'est un sujet majeur. Le changement climatique. Hein. On a à la fois des activités de recherche et d'expertise sur ce sujet. On avait d'ailleurs été auditionné par la Cour des comptes. Donc oui, il faut renforcer le travail sur ces sujets. Alors les cinq enjeux centraux qu'a rappelé le rapporteur Pascal Martin. Alors, dans ma présentation liminaire, il y avait une certaine cohérence entre les deux. Donc évidemment, le premier sujet, c'est l'attractivité, c'est l'aspect humain, la force de l'IRSN, de l'ASN aussi. La force de l'IRSN, c'est évidemment la qualité de ces personnes. On a des gens extrêmement diplômés, on a des ingénieurs, des docteurs, des médecins, des pharmaciens. Évidemment, un enjeu dans la durée,
c'est de réussir à maintenir cette capacité à attirer les jeunes femmes et les jeunes gens, d'ailleurs pas seulement les jeunes, parce qu'on recrute aussi des experts de haut niveau, en tout cas on essaye. Donc c'est essentiel, il faut absolument garder cette attractivité dans la durée. Clairement, la période actuelle est une période d'incertitude et donc d'inquiétude auprès des salariés. Il y a une question sur l'évolution des effectifs. Alors, on constate clairement une augmentation des nombres de démissions. Ça reste néanmoins modéré. Hein, faut pas non plus. Voilà. En même temps, c'est souvent sur des gens qu'il va falloir remplacer. On a l'habitude de dire à l'IRSN, il faut 10 ans pour faire un expert. Donc, quand quelqu'un part, on n'investit pas tout. Voilà, souvent on recrute des jeunes, donc il faut investir dans la durée. Donc ça, c'est un point important. Une des conditions, c'est évidemment les conditions salariales. L'IRSN a fait une étude par un cabinet spécialisé sur les écarts de salaire entre les experts de l'IRSN et ceux de l'industrie ou de la santé, puisqu'on est aussi sur le secteur santé. Ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, il y a un écart de 23% qui monte à 40% sur les experts de bon niveau et les managers. Donc c'est clair que c'est conséquent. Par ailleurs, les nouveaux acteurs offrent clairement des conditions salariales, pas concurrentielles pour un organisme public comme l'IRSN. Il y a un enjeu de transparence. Donc, comme je l'ai dit, la transparence, elle est essentielle pour la crédibilité, la confiance dans le système de contrôle. Comme vous savez, l'IRSN a une politique d'ouverture à la société et d'interaction avec le public qui est volontaire et dynamique, et je crois, mais ce n'est pas moi de le dire, reconnu. Donc il faut absolument maintenir et probablement renforcer encore cette démarche de transparence. On le fait par exemple dans nos recherches. On a un comité d'orientation de recherche qui essaie d'associer, qui associe les parties prenantes à la définition des programmes de recherche. C'est quelque chose qu'il faut renforcer avec un acteur d'ailleurs, avec des acteurs essentiels qui sont les commissions locales d'information et leur association nationale, avec lequel on a beaucoup de relations, et aussi avec le Haut Comité à la transparence et à l'information en matière de sécurité nucléaire. Demain, il y a une conférence de presse sur le lancement de la concertation sur la prolongation des réacteurs de 1300 MW à laquelle l'IRSN sera présent et organisée par ce Haut Comité. Alors, expertise décision. Comme je l'ai rappelé dans mon propos liminaire, aujourd'hui, je considère que la proposition consistant à dire la décision c'est le collège, l'expertise c'est les services n'est pas suffisante. Je peux juste donner un chiffre pour l'illustrer. Aujourd'hui, le collège, et ça a été dit par l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, c'est 40 décisions par an. L'IRSN donne à l'ASN 40 livrables, donc 200 avis. La plupart de ces avis font l'objet d'une reprise, donc c'est-à-dire que la plupart de ces avis ne sont pas repris par le collège. Donc s'ils ne sont pas repris par le collège, ils sont repris par les services. Donc pour nous, c'est un sujet qu'il faut approfondir. Cette séparation collège-décision ne nous semble pas épuiser le sujet. Ça peut se faire probablement de plein de manières, y compris en termes organisationnels. On pourrait imaginer qu'il y a une décision, une direction de l'instruction, de la réglementation, et une direction de l'évaluation, avec des processus de prise de décision au bon endroit dans la hiérarchie. Je voudrais aussi commenter un propos qu'on peut entendre disant il y a un continuum, c'est dans le rapport de l'Office parlementaire d'ailleurs, il y a un continuum expertise-décision. Oui, il y a un continuum, c'est-à-dire que ces sujets-là, ils commencent par le dépôt d'un dossier par l'opérateur. Il y a une discussion entre l'opérateur, l'ASN, l'IRSN pour définir le cadre de l'expertise, parce qu'on ne regarde pas tout dans un dossier. Donc l'idée, c'est d'identifier ce qu'on va regarder, et on regarde les sujets à en jeu. Il y a une instruction, une expertise qui comprend des interactions avec l'opérateur, bien évidemment, une information de l'ASN, il y a un avis et puis une décision. Donc c'est un continuum, mais un continuum n'exclut pas, un, des étapes, et deux, une claire attribution des responsabilités. D'ailleurs, dans la nouvelle organisation, il y aura une claire attribution des responsabilités, parce que c'est une démarche qualité, mais plus fondamentalement, les experts qui signent un avis sur du nucléaire, ils sont conscients de la responsabilité qu'ils portent. Ils sont conscients de la responsabilité qu'ils portent. Et donc, quand ils signent un avis, ils tiennent bien à ce que dans l'avis, il y ait ce qu'ils ont dit et pas autre chose. Donc, il y aura de toute façon des process qui cadenceront ce continuum. Donc, continuum n'exclut pas le fait qu'il y ait des étapes et il faudra respecter ces étapes. Alors, sur la recherche, alors c'est évidemment un enjeu, c'est un des enjeux, à mon avis, très fort de la création de cette nouvelle structure.
J'ai évoqué dans mon propos liminaire l'insertion dans l'écosystème de la recherche. Donc c'est évidemment un enjeu très important. Pourquoi ? Parce que les modes de fonctionnement d'une autorité de sûreté telle qu'elle est aujourd'hui à l'analyse de recherche ne sont pas les mêmes. L'autorité de sûreté, j'ai été directeur général de l'ASN pendant 10 ans, donc je vois à peu près de quoi il s'agit. Le fonctionnement d'une autorité, c'est un fonctionnement qui est en surplomb. C'est une autorité. C'est normal, c'est ce qu'on attendait là. En surplomb. Le fonctionnement d'un organisme de recherche, c'est plutôt de la collaboration-compétition. Les organismes de recherche sont là pour collaborer. En même temps, il y a de la compétition pour répondre à des appels à projets, pour construire des partenariats. Donc on voit qu'il va falloir combiner ces choses-là. Évidemment, rien n'est impossible, mais c'est un sujet important. J'ai mentionné aussi dans nos relations à l'IRSN, aujourd'hui, tous nos partenaires nous interrogent sur le sujet. J'étais à la conférence générale de l'AIEA fin septembre. J'ai eu, je crois, 25 rendez-vous. C'est l'occasion d'avoir plein de rendez-vous. J'ai eu 25 fois la question. Voilà. L'autre sujet que j'ai évoqué dans mon intervention, c'est le lien avec les industriels. Pour nous, c'est fondamental. Il ne faut pas faire de la recherche hors sol, de la recherche théorique. Voilà. Il faut faire de la recherche opérationnelle, c'est qui répondre à un besoin d'expertise. D'ailleurs, je rappelle que l'IRSN a été créé dans les années 2000 avec cet objectif, c'est d'avoir créé une interaction entre la recherche et l'expertise pour que l'expertise soit du meilleur niveau avec les meilleures connaissances. C'est là où je rejoins la discussion avec la NRC, l'autorité de sûreté américaine. On est dans un système qui a de la flexibilité, de la souplesse, du pragmatisme, parce qu'il y a ce dialogue technique qui est fondé sur la connaissance scientifique. En américain, on appelle ça, en anglais, on appelle ça science-based. Donc ça, c'est évidemment important de faire de la recherche concrète. Et une bonne manière de faire de la recherche concrète, c'est de discuter avec les industriels et de confronter les points de vue et les approches. Il y a un sujet majeur, c'est le sujet de la déontologie. Aujourd'hui, l'IRSN, en tant qu'organisme d'expertise pour les autorités, les pouvoirs publics, est déjà confronté à ce sujet. Nous le traitons. Nous avons notamment une commission d'éthique et de déontologie. Et je pense que la nouvelle autorité devrait se doter d'une commission d'éthique et de déontologie. Une commission d'éthique et de déontologie qui analyse les modalités de notre relation. Et tous les ans, nous présentons à cette commission un état de ce que nous faisons pour la déontologie. L'autre facteur essentiel, me semble-t-il, c'est que les programmes de recherche que l'IRSN conduit avec EDF, par exemple, ne sont jamais des tête-à-tête. C'est-à-dire que c'est des partenariats, donc il y a plein d'acteurs. Donc ça peut être des TSO étrangers, ça peut être des organismes académiques, ça peut être d'autres industriels. Donc ça, c'est aussi une garantie pour que l'IRSN ait tout à fait sa voix, y compris dans le cadre d'une relation avec les industriels. Et le dernier point que j'ai mentionné, il faudra évidemment que l'IRSN ait la capacité à continuer à concevoir, exploiter, construire et exploiter des installations de recherche. Sur le juridique, alors c'est vrai que dans le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, il y a beaucoup de références, au règlement intérieur. Ont été cités la déontologie, la transparence, la séparité, expertise, décision. C'est évidemment très structurant. J'ai rappelé que sur ces 3 points-là, je considère que c'est des points de grande vigilance. Et de ce point de vue-là, une implication de la représentation nationale me semblerait bénéfique sur le fond, mais aussi en termes de perception par le public. Donc, vous proposez une saisine pour avis par l'OPES. Je n'ai pas forcément d'idée sur les modalités, mais je pense que ce serait bénéfique. De la même manière, d'ailleurs, qu'il pourrait y avoir et je pense que c'est une des recommandations de l'Office, une intervention du Haut Comité à la transparence et à l'information en matière de sécurité nucléaire. Tout ça me semble être positif. Alors, sur les articles liés à la commande publique et au Haut-Commissaire, alors en fait, l'IRSN a peu de choses à dire sur ces sujets, enfin même pas de choses à dire. Je voudrais juste mentionner que le Haut-Commissaire joue un rôle dans la recherche. C'est vrai que dès qu'il sera institué dans son nouveau statut, l'IRSN prendra contact avec lui ou la nouvelle structure pour évoquer les enjeux de la recherche dans la sûreté nucléaire, à un moment où d'ailleurs il y a un travail de réorganisation de la recherche. Alors j'avais une question sur l'application de la réforme et l'échéance. Je crois que j'ai déjà répondu. À la fois, c'est tendu, il faut que ce soit opérationnel au 1er janvier 2025. Et puis, il se trouve que c'est corrélatif, que ça correspond au mandat d'un nouveau président, d'une nouvelle présidente. Je crois que j'ai déjà répondu. Une question sur le statut AI-API. Alors, ce qui est clair, c'est que
l'API présenterait par rapport au statut de l'IRSN beaucoup plus de facilité de mise en œuvre. Je vous donne un exemple, hein, le système de l'ESIG, système d'information et de gestion, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est le système qui permet de finalement gérer toutes les procédures budget, achat, RH, etc. dans les organismes. Dans laquelle l'IRSN, on en a un, qu'on a mis en place d'ailleurs à la création de l'IRSN il y a longtemps. Demain, si c'est une AI, on devra se brancher sur l'ESIG de l'État, qui s'appelle Chorus. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des systèmes informatiques, mais c'est un travail qui est très important, qui est considérable. C'est vrai que c'était une API, on pourrait garder notre système. Hein. Voilà, il y a un certain nombre de sujets. Pourquoi ? Parce que l'IRSN a la personnalité morale, contrairement à une AI. L'API a une personnalité morale. Donc, clairement, l'API serait de nature à simplifier la mise en œuvre du process. Il y aura besoin quand même de dispositions dans la loi, hein, mais voilà. Ensuite, sur les missions, j'avais une question sur la sécurité. Sécurité des installations nucléaires civiles. Donc, c'est le choix fait par le gouvernement. Donc, ce que je peux dire, c'est que dans la plupart des pays, mais je pense que le président de la SN a dû vous le dire, dans la plupart des pays, la sécurité est intégrée à l'autorité de sûreté. Ce qui me semble important, c'est de rappeler la sécurité, ça a plusieurs dimensions. Hein. Donc, c'est tout ce qui a trait au terrorisme. Et en fait, dans la prévention, le traitement d'un risque terroriste, il y a deux dimensions. Une dimension technique d'organisation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des détecteurs, des portes épaisses, une organisation avec des gens prêts à intervenir, etc. Donc ça, c'est un peu comme les études de sûreté. Ça peut être analysé, ça peut être du ressort d'une autorité de sûreté ou de sécurité. Et puis après, il y a aussi, dans ce domaine spécifique, par rapport à la sûreté, il y a des services spécialisés. Il y a la police, les gendarmes, les services secrets. Et ça, dans aucun pays, ça n'appartient à l'autorité de sûreté. Hein. Donc, s'il y avait une réflexion à conduire sur ce sujet, elle se limiterait à la dimension technique, évidemment, et organisationnelle. Hein. Elle ne couvrirait pas les services secrets, les services d'intervention. Tous ces organismes-là sont dans les instances qui vont bien, défense intérieure. Par contre, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. Séparation, expertise, décision par la loi, je l'ai déjà évoqué. Hein. L'IRSN, donc je le rappelle, fait 400 livrables à l'ASN tous les ans, dont 200 avis. Il y a 40 décisions de l'ASN, donc il y a beaucoup de décisions qui sont prises en dehors du collège. C'est un sujet qu'il faut aborder. Sur la publication des éléments techniques des avis, moi, il me semble fondamental, mais c'est aussi une recommandation d'un certain nombre d'organismes qui ont été saisis. Il y a l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, le Haut Conseil, un certain nombre de conseils, le Conseil national sur la transition écologique. Tous vont dans le même sens, évidemment. J'adhère tout à fait à ça. Il faut continuer à rendre les éléments, tous les avis en plus. Hein, c'est-à-dire que même les avis qui ne sont pas forcément suivis de décision, je pense qu'il faudra travailler sur le fait que l'ensemble des avis soient rendus publics de même manière que les recherches. Un point sur les personnels. Donc, j'ai mentionné dans mon intervention que l'organisation envisagée, elle a une complexité certaine. Hein. Là, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est notamment le Conseil d'État. Et cette complexité, elle est notamment liée au fait que dans une AAI, autorité administrative interne, donc un bout d'État sans personnalité morale, il faut intégrer 1600 personnels de droit privé. Alors, je rappelle que pour ce sujet d'intégration des personnels de droit privé, il y a trois sujets, en fait. Le premier sujet, c'est le statut des gens, leur salaire, pour faire court. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle le dispositif conventionnel. C'est par exemple l'astreinte. Les gens de l'IRSN font des astreintes. Certains, c'est essentiellement des techniciens, ont des suggestions. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent sur les sites régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas de problème technique. Ça peut être la mutuelle, les PERP et autres outils de ce type. Donc ça, c'est conventionnel. Hein. Donc ça aussi, ça va être traité. La troisième dimension, c'est évidemment la structuration de l'autorité pour permettre le dialogue social avec les partenaires sociaux. Donc c'est ça qui est dans la loi. Hein. Il y a à peu près une petite vingtaine d'articles. Un tiers des articles sont consacrés à ce sujet qui traduit effectivement
cette dimension. Sur la délégation aux agents étrangers et privés, alors ce n'est pas le champ de l'IRSN, donc je ne suis pas très compétent sur ce sujet, je ne sais pas répondre à cette question. Alors, en plus, j'avais une question sur est-ce que le système actuel pourrait faire face à l'évolution en cours. Moi, ma perception, c'est que, je l'ai évoqué, hein, il me semble qu'une condition du plan de relance nucléaire, c'est les moyens, et je pense que c'est vraiment une question importante. Je pense que l'IRSN a fait la preuve avec l'ASN, d'ailleurs, dans le passé, de sa capacité à s'adapter à une nouvelle situation. Je donne l'exemple de Fukushima. À Fukushima, on s'est retrouvé du jour au lendemain à travailler pendant plusieurs mois sur un sujet qui était évidemment inattendu, et sur lequel on a réussi à s'adapter et à travailler en parallèle d'autres sujets. Donc il me semble que le système actuel pourrait évoluer pour se rendre encore plus performant. D'ailleurs, on a des groupes de travail, je pense que ça a été évoqué par Bernard de Rosuc, il y a 12 groupes de travail qui travaillent sur l'élaboration de la future autorité. Et en fait, ces groupes de travail identifient des pistes d'amélioration. Là, Karine est impliquée dans celui sur expertise, décision, instruction. Tu veux peut-être en dire un mot rapidement, là, très rapidement? Oui, nous avons travaillé récemment à une meilleure articulation entre les processus, puisque nous avons des activités qui sont assez complémentaires entre l'IRSN et l'ASN. Et nous avons revu finalement le séquencement, les étapes pour essayer de simplifier ou en tout cas de limiter la fin du processus d'expertise qui est un petit peu lourde dans les échanges avec les exploitants. Alors il faudra veiller à ce que cela n'obère pas finalement la maturité, la maturation plutôt du projet de décision in fine, mais les échanges avancent bien. Il devrait même d'ailleurs être testé, je pense, avant le 1er janvier 2025, puisque rien n'empêche de faire évoluer nos processus en l'état. C'est aussi le cas pour la crise. Et effectivement, faire ça dans le système actuel, ça éviterait un des enjeux que j'ai mentionné, qui est évidemment le risque sur la continuité de service par rapport au chantier qu'il y a à conduire. C'est vrai que ce serait évidemment une garantie plus forte sur la continuité de nos activités. Alors ensuite, il y avait une question sur les doublons avec l'ASN. Alors moi, je considère qu'il n'y a pas de doublons avec l'ASN dans les champs métiers. Sur les champs fonctionnels et supports, il y a une direction des ressources humaines des deux côtés, il y a une direction de la communication, etc. Mais sur les champs métiers, je considère qu'il n'y a pas de doublons. Par contre, ce qui est clair, c'est que donc il y a de la complémentarité. Et ce qui est clair dans l'esprit de ce que vient de dire Karine Hervieux, c'est qu'on peut renforcer cette complémentarité. On peut aller plus loin dans la complémentarité de nos missions. Il y avait une question sur le règlement intérieur, donc j'y reviens pas. Je pense qu'il faut que le règlement intérieur soit effectivement partagé, notamment avec la représentation nationale. Alors, ensuite, j'avais une question sur la place de l'ASN et de l'IRSN à l'international. Là encore, c'est clairement un sujet sur lequel une entité UDIC renforcerait le positionnement international de l'ASN et de l'IRSN. Les deux sont reconnus. Ça pourrait être aussi fait dès maintenant. Ça fait partie des sujets qui ne nécessitent pas, qui peuvent être pris dès maintenant en compte. Si la nouvelle autorité se crée, c'est clairement un des sujets, comme le partage des données, qui serait renforcé. J'ai une question sur la séparation défense-civile. Donc, pour être très précis, aujourd'hui, le schéma tel qu'il est prévu sur la défense, ce serait que rejoignent le ministère des Armées deux sujets. Donc, ce serait au sein de l'autorité de sûreté et défense deux sujets. Il y a la sûreté des installations de défense. Donc, la sûreté des installations de défense, c'est éviter les accidents sur les installations, le réacteur du porte-avions Charles de Gaulle, ou sur les installations qui fabriquent des armes nucléaires. Donc, c'est des installations dédiées aux besoins de la défense. Et rejoindrait aussi cette autorité la sécurité des installations civiles. Donc, il y aurait deux blocs. Il y aurait sûreté des installations de défense et les accidents sur les installations de défense. Et sécurité des installations civiles, c'est les risques terroristes sur les installations civiles. Donc clairement, pour moi, un des enjeux de ce que j'ai appelé le chantier expertise défense, c'est clairement la gestion des interfaces. Puisque pour l'expertise de sécurité civile, pour l'expertise de sûreté défense, l'autorité de sûreté défense devra faire appel
aux experts spécialistes de l'incendie, de la neutronique, de la thermohydraulique, aux experts spécialistes qui seront dans l'autorité civile. C'est-à-dire que l'autorité de sûreté de défense, elle va prendre ce qu'on appelle les généralistes, c'est-à-dire les gens qui regardent une installation dans sa globalité. Dès qu'ils vont s'adresser à un risque spécialisé, ils devront travailler avec ce spécialiste au sein de l'autorité civile. Donc ça, c'est un sujet d'interface. Il faudra mettre en place des conventions et des sujets pour traiter, et des modalités pour traiter ça. Il y a un autre sujet, c'est la crise. Aujourd'hui, l'IRSN fait l'expertise de la défense et du civil. Donc s'il y a un accident, on le fait par exemple en exercice de crise, sur une installation de défense, ça se fait dans notre centre de crise. Ce centre de crise, il a vocation à rejoindre l'autorité de sûreté civile, la SNR. Donc il y a une question de comment la crise défense va être organisée. C'est un sujet sur lequel il y a des travaux en cours. Sur les travaux avec les partenaires industriels, donc j'ai évoqué les enjeux de déontologie. Là, il y a une question qui est posée sur laquelle je ne peux pas répondre à ce stade, mais qui est une vraie question. C'est la réticence éventuelle des industriels à travailler avec l'IRSN, avec la SNR. Donc ça, ce sera à l'épreuve. En tout état de cause, un préalable, c'est de traiter ces sujets de déontologie. Alors, il y a une question sur la gestion d'un flux de demande importante. Alors, comment on traite ça aujourd'hui ? Alors, j'avais eu l'occasion devant la représentation parlementaire, dans d'autres cadres budgétaires notamment, ou lors de ma nomination il y a quelques années, d'évoquer le fait que la pression de l'expertise avait conduit à réduire le volume de la recherche à l'IRSN. Donc, c'est clair, quand il y a une pression forte, ça peut avoir un effet sur d'autres domaines. Sinon, on peut aussi se voir attribuer des moyens supplémentaires. L'IRSN, on a eu un certain nombre ces dernières années, notamment suite au rapport de la Cour des comptes. Sinon, c'est un travail qui consiste à hiérarchiser les demandes. Donc, on a aussi un travail, là encore avec l'ASN et les opérateurs, pour être plus efficace dans notre demande. Je donne un exemple, d'ailleurs, c'est cité dans le rapport de l'Office. Traditionnellement, quand on reçoit un dossier de l'opérateur, nos experts travaillent, puis ils commencent par poser des questions à celui qui pose le dossier. Une partie de ces questions sont des questions de compréhension, c'est-à-dire où il n'y a pas d'enjeu, c'est juste de comprendre ce que veut dire l'opérateur. Ça, c'est vrai que c'est un peu lourd. Donc aujourd'hui, on a mis en place pour les gros dossiers un système de séminaire commun de 1 ou 2 jours où on traite de manière extrêmement rapide ces questions de compréhension. Vous voyez, donc ça, c'est une manière d'améliorer le système et il y a probablement des gains à faire. Il y a une question sur se poser des questions hors commande. C'est un point essentiel. Il faut que cette capacité reste. Il faut avoir une capacité d'étonnement. Enfin, c'est l'effet lampadaire. Il faut avoir la capacité à regarder en dehors du lampadaire. C'est essentiel pour la gestion du risque. Sur les aspects humains et personnels, je crois que j'ai déjà largement répondu. Sur le nouveau nucléaire, donc il y a le sujet des nouveaux sites. Alors moi, je n'ai pas d'informations à ce sujet sur des sites qui seraient... on voit des choses dans les médias, etc., mais des sites qui seraient officiellement désignés, je n'en connais pas. Ce qui est clair, c'est que, je l'ai évoqué tout à l'heure, la nouvelle structure où l'ASN et l'IRSN devront être impliqués dans l'explication du système de contrôle et des enjeux de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et je pense qu'il faudrait créer des commissions locales d'information qui sont, de mon point de vue, un dispositif qui est intéressant, d'ailleurs, un dispositif sur lequel des acteurs internationaux peuvent venir nous voir. Recherche, a une question sur l'affaiblissement dans la durée, donc là, j'ai déjà évoqué. Sur Civaux, alors sur la question de Civaux, alors déjà sur la corrosion sous contrainte, là encore, c'est dans le rapport de l'Office parlementaire, à 2 endroits d'ailleurs. L'Office parlementaire constate, après les auditions, que ça a été traité correctement avec diligence. Et à un autre endroit du rapport, il est mentionné, suite d'ailleurs à un travail fait par EDF, que les partenaires internationaux n'auraient pas fonctionné différemment. Donc ça, c'est le cas général. Et sur Civaux, il se trouve que c'était un dossier qui a été géré sans expertise de l'IRSN. Il n'y avait pas besoin d'expertise. Et donc, ça avait fait dans des délais relativement courts. Je parle sous contrôle de Karine. Tu peux peut-être en dire un mot, Karine ? En fait, l'autorisation proprement dite pour le redémarrage de Civaux a été gérée directement par l'autorité de sûreté. Et donc, la demande d'EDF de redémarrage a été déposée le 13 janvier, l'autorisation délivrée par l'ASN le 17. Parce qu'en fait, cette centrale était en pleine visite décennale. Donc, il y avait non seulement l'affaire de la corrosion sous contrainte, mais il fallait bien terminer la visite décennale, ce qui explique que la demande d'EDF de redémarrage a été faite plus tardivement par rapport au seul problème de la corrosion sous contrainte. Merci Karine.
Donc j'avais une question sur finalement, est-ce que la fusion améliorait les temps de réponse? Moi, je voulais quand même insister aujourd'hui sur la relation SN-IRSN, le fait que l'IRSN est des demandeurs, des donneurs d'ordre, en fait, est un facteur très puissant dans le respect des échéances. D'ailleurs, le respect des échéances, c'est quelque chose qui est suivi par nos donneurs d'ordre, l'autorité de sûreté, mais tous les donneurs d'ordre. Et je constate qu'ils sont suivis de manière factuelle, et ça donne lieu à des réunions sur ce sujet, et que l'IRSN respecte très bien les échéances qui lui sont données. Voilà, donc cette logique client-fournisseur, donneur d'ordre, est un système qui marche. On travaille dans les groupes de travail sur la manière dont on pourrait encore améliorer le système dans le système actuel ou dans le futur système. J'ai une nouvelle question sur les rémunérations et les 15 millions. Donc c'est 15 millions qui seraient à prendre sur le budget de l'IRSN. Aujourd'hui, ce n'est pas une attribution supplémentaire et ça correspond à une augmentation de budget de l'ordre de 10%. Et par rapport aux chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est clair que ce serait un facteur de fidélisation et d'attractivité. Il y a les deux. Il y a la fidélisation, c'est garder les gens qu'on a. C'est l'enjeu d'experts compétents qui s'en vont, et puis d'attractivité qui viennent. Autre piste d'attractivité, bon, c'est clairement la période d'incertitude actuelle n'est pas favorable, donc il faut revenir à une situation plus stabilisée. Ensuite, l'évolution apportée au modèle actuel en fonction des normes. Donc j'ai évoqué ça tout à l'heure. On vous laissera le document qui montre les échéances. Il y a beaucoup d'échéances en 2024, 2025 et il y a un rebond en 2026, 2027. C'est quand même pour une partie une question de moyens, et puis une question d'organisation. Donc c'est le travail auquel on se livre. Et là, j'arrive à ma dernière question à laquelle j'ai déjà répondu, c'était le caractère intégré des autorités. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames, j'ai répondu. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour effectivement avoir répondu aux questions de nos collègues.